Or, la stricte proportionnalité est un objectif recherché par le droit musulman dans un souci d'équité et de justice. De même, la spéculation est prohibée du fait que le spéculateur vend ce qu'il ne possède pas, alors que la philosophie de la finance musulmane repose sur la détermination de l'objet du contrat. Concernant le quatrième principe, à savoir la tangibilité de l'actif. Ce principe résulte des trois fonctions classiques qui sont reconnues à la monnaie. C'est un moyen de mesure, d'échange et un instrument de paiement. Mais ce qui est prohibé, c'est que l'argent ne peut devenir lui-même l'objet d'un échange. Pour cela, toute opération financière doit être adossée à un actif tangible, c'est-à-dire réalisée sur un actif réel, autrement dit, investi dans une activité matérielle. Pour parvenir au cinquième pilier, en l'occurrence, l'interdiction de certaines activités et produits jugés prohibés par la loi musulmane. Il s'agit de tout ce qui va à l'encontre des bonnes mœurs et de la religion musulmane, comme les stupéfiants, l'alcool ou encore la prostitution. Ces 5 piliers ces 5 piliers auxquels se réfère la finance participative se manifestent au niveau de l'exercice habituel de l'activité des banques participatives, permettant ainsi de les distinguer des banques conventionnelles en fonction de 5 critères, pouvant être énumérés comme suit. L'intérêt, le partage des risques, la productivité ou la solvabilité, le risque moral et enfin la gestion des opérations bancaires. Voyons maintenant le contenu de distinction entre ces deux types de banques en fonction de chaque critère. S'agissant du critère relatif à l'intérêt, il faut souligner que la banque participative s'oppose au système bancaire conventionnel reposant sur le paiement des intérêts et elle ne peut de ce fait jamais accorder des crédits qui produisent des intérêts car la notion d'intérêt ou riba ou encore la notion du surplus sans contrepartie est interdite en islam. En revanche, l'intérêt représente le fondement des transactions accomplies par les banques conventionnelles. Dans la mesure où une somme déterminée immédiatement disponible vaut plus qu'une somme disponible seulement dans 6 mois ou 1 an ou même dans 10 ans. Ce qui signifie que les futurs biens ont moins de valeur que les biens présents. L'infériorité de valeur des biens futurs
ne pourra être récompensé que par un accroissement du nombre de ses biens. La différence constitue alors l'intérêt. Pour ce qui est du deuxième critère, à savoir le partage du risque, il faut souligner que ce dernier n'est pas partagé par la banque conventionnelle avec son client, car celle-ci ne supporte pas les pertes. Les pertes sont supportées uniquement par le client. Cependant, la finance participative, quant à elle, repose sur cette notion de partage, qui signifie que les risques sont partagés entre le client et la banque. Mais il faut préciser à cet égard qu'en pratique, les services offerts par les banques participatives, basés sur le fondement de ce principe, à titre d'exemple, Musharaka ou Mudaraba, connaissent une expansion modeste par rapport à ceux qui sont basés sur l'achat et la revente, comme Murabaha, Ijara et autres, à cause de leur risque assez élevé. Le troisième critère tient trait au fait que l'activité des banques participatives vise la réalisation de la productivité. Les moyens financiers doivent être investis dans des activités réelles pour être utilisés par la suite. Car la monnaie en elle-même est stérile. Elle ne deviendrait productive qu'une fois qu'elle est transformée en capital productif associé avec d'autres ressources en vue de la réalisation d'une activité productive. En revanche, ce qui importe pour la banque conventionnelle ne serait que la solvabilité du client, c'est-à-dire sa capacité à rembourser le crédit qui lui est consenti, majoré par les intérêts qui lui sont applicables. C'est d'ailleurs la capacité de rembourser le crédit, c'est ce critère qui permet de désigner, selon les banques conventionnelles, l'honnêteté du client. Pour ce qui est de la gestion ou pour ce qui est du risque moral concernant les banques participatives, elles tiennent une grande considération en ce qui concerne le risque moral. C'est-à-dire que les banques participatives peuvent refuser le financement d'une activité ou d'un projet qui porte sur des embellissements, c'est-à-dire sur des produits de luxe, et procéder contrairement à l'opposé au financement d'un projet qui porte sur des besoins nécessaires et vitaux pour les êtres humains. Contrairement à cette conception, à cette logique, les banques conventionnelles visent strictement et uniquement la réalisation du profit. Mais ce principe
doit être pris de façon relative, car les autorités monétaires et financières procèdent au contrôle des activités des banques conventionnelles, surtout les activités suspectes. Le dernier critère, à savoir la gestion des opérations bancaires. Et commençons par la gestion du compte courant. En cas de contrat de financement, Murabaha par exemple, le compte du client ne reçoit pas de l'argent. On ne procède pas à créditer le compte client, mais ce montant serait versé au vendeur principal de biens immeubles ou meubles, objet de Murabaha, ce bien qui est revendu par la suite au client. La banque est rémunérée à travers l'obtention d'une marge sur la vente de ce bien. En revanche, lorsque la banque conventionnelle accorde un crédit à un client, le montant de ce crédit est transféré au compte du client, chose qui produit des intérêts en faveur de la banque. Pour ce qui est du compte d'épargne, celui qui détient un compte d'épargne dans une banque participative, le capital qu'il a épargné est garanti, mais après prélèvement de l'aumône légale, à savoir la zakat, et il peut recevoir également des profits, mais qui ne sont pas déterminés d'avance, contrairement au compte d'épargne dans une banque conventionnelle qui génère des intérêts connus d'avance et déterminés auparavant.